Bagarreuses, bagarreurs, bienvenue à La Bagarre. Aujourd'hui, on a l'immense honneur d'accueillir une star, une légende, un pionnier du MMA français, monsieur Gaël Grimaud. On le reçoit à l'occasion du Hexagone MMA 3 qui aura lieu ce week-end à Reims, où il défendra son titre de champion des moins de 84 kilos à l'occasion de cet événement. Gaël, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour La Bagarre, merci pour cette invitation. C'est avec grand plaisir qu'on te reçoit. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Je suis impatient. Je suis dans l'état que tu imagines, impatient d'arriver au jour J. Il y a beaucoup d'attentes, donc ça va plutôt bien. Je suis en forme et j'ai un bon mental, un bon moral. Envie d'en découdre déjà peut-être? Ah ouais, bon, c'est une période le week fight, c'est vraiment une période c'est le calme avant la tempête, hein, donc voilà, il n'y a plus trop d'entraînement, les entraînements sont assez légers, donc voilà, on a plus cette adrénaline qu'on a sur des grosses semaines d'entraînement. Ça fait un petit moment que j'y suis sur cette période-là. Et là, la dernière semaine, il manque un peu de bagarre, quoi. C'est le cas de le dire, en effet. On va simplement rappeler pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns. Tu es simplement, comme je disais tout à l'heure, une vraie légende. Tu as commencé par le Jiu-Jitsu, tu as été champion de France, champion d'Europe. Puis en 2011, tu deviens tout simplement le champion des Cage Warriors. En 2016, tu gagnes le 100% Fight. Là, tu t'accordes une petite pause de 4 ans et tu reviens simplement en 2021 avec quoi? Avec un titre de champion des moins de 84 kilos au MMA Hexagone. Donc, ma première question, c'est simple. Nous, on se la pose tous à la bagarre. Es-tu immortel? Es-tu le Highlander du MMA français? Non, justement, je suis pas immortel. C'est pour ça que je sais que tout ça, ça va s'arrêter un jour ou l'autre. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur d'aller le plus loin possible. Tant que je sens que le feu est encore là, j'essaie d'aller chercher, de dépasser mes limites. Parce que, bien évidemment, on sait que personne n'est immortel et que je suis déjà tombé, je vais certainement retomber peut-être dans le futur, mais voilà, je vais faire en sorte de me maintenir à flot, de me maintenir en forme pour pouvoir avoir des défis intéressants comme ce week-end. Et voilà, donc là, faut pas se dire que c'est infini. Et justement, mortels, hein, donc il faut vivre comme des mortels et il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, par rapport à ça, forcément, quelqu'un qui dure comme toi est forcément quelqu'un de préparé, c'est quelqu'un qui connaît bien ses adversaires. Donc, je suppose que tu as un peu étudié déjà ton adversaire qui est un autre Français, Aymar Guy. Tu as eu l'occasion de le croiser, me semble-t-il, à la première exhibition du Hexagone MMA 1 qui a eu lieu sur Paris, où il était aussi sur la carte. Tu as eu peut-être, je crois aussi, l'occasion peut-être de tourner aussi avec lui dans des salles. Donc, tu connais peut-être déjà un peu son style, ses points forts, ses points faibles. Tu as déjà pu un peu étudier tout ça en amont? Ouais, c'est vrai que Aymar Guy, c'est quelqu'un qui est connu des services du MMA français. Il a combattu pour la France sur plusieurs plateaux internationaux et puis national. Et puis, c'est quelqu'un qui a aussi la curiosité la curiosité d'aller tourner dans des salles, dans des différentes salles. Donc, on les a mis en commun. Et puis, on a eu l'occasion, il me semble, une fois de partager un entraînement. Voilà, c'est quelqu'un qui a un style, qui est proche du mien, notamment dans notre sport de. Donc voilà, voilà, c'est quelque chose qui va être intéressant aujourd'hui comme combat parce que j'ai l'habitude de gagner avec ma discipline de prédilection. Je vais rencontrer un adversaire qui est bon au judo, qui est bon en lutte.
Donc maintenant, va falloir montrer mon efficacité dans d'autres domaines, que ce soit en striking, que ce soit en jiu-jitsu, etc. Donc il va falloir que je me surpasse encore une fois pour prendre le dessus. Donc c'est un bel Dans, enjeu et même en connaissant le beau temps, c'est un vrai défi, quoi. tu es en train de me spoiler là. Tu es en train de déjà anticiper les questions qui arrivent, mais ça, c'est ça. C'est ça, les grands champions, ils savent déjà Oui. ce qui va arriver. Revenons simplement un peu en amont du combat qui arrive. Ta préparation, donc ton training camp, tu l'as fait à La Réunion, tranquillement en famille, ou tu as fait différentes salles, tu as bougé un peu? Oui, j'ai fait essentiellement la Réunion. Après, bon, depuis la légalisation du MMA en France, la Réunion, comme tu le sais, c'est français. Donc on bénéficie aussi des mêmes structures, même administratives. Donc, du coup, j'œuvre aussi dans cette période de ma carrière au développement du MMA en France. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de m'entraîner à La Réunion parce que le cadre, déjà, l'environnement, c'est super important pour un combattant. On a un environnement qui est très, très intéressant à La Réunion, au même titre que la Thaïlande et le Brésil. Donc, il fait chaud toute l'année, donc Ouais. tu peux courir dehors, tu n'as pas de problème à sortir de chez toi pour aller t'entraîner. Et puis, tu peux le faire en extérieur, ce qui booste ta motivation. Donc voilà, dans ces conditions-là, nous, on essaye de mettre des choses en place, des structures, etc. Et pour ça, bah, il faut un événement comme un défi comme l'Hexagone MEMA qui me permet de réunir bah, les différents acteurs qui se reconnaissent en moi et qui se reconnaissent en mon état d'esprit Mhm. de travail, qui nous permettra par la suite de structurer ces salles qu'on va aider à se développer, quoi, en fait. Ah bah, ouais, Donc, tout à fait, ouais. m'entraîner à La Réunion, bah, ça me permet de mettre la lumière sur ce sport et par la suite, continuer un projet constructif et cohérent, quoi, en fait. On en reviendra un peu plus tard justement. J'ai quelques petites questions là-dessus justement. Je l'avais prévu sur un peu plus tard. Mais si on revient sur ton training, donc comme tu dis, tu as la réunion, donc ça te permet quand même de courir dehors. Tu as du dénivelé, donc tu as axé ton entraînement une grande partie sur ton training par rapport au cardio, ou tu as laissé le cardio un peu de côté, tu t'es basé plus sur la technique. Non, là, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Travailler sur. On a le temps aujourd'hui. L'avantage, c'est que vu que le MMA est légalisé et puis diffusé sur des chaînes comme RMC Sport, bah, l'avantage, c'est qu'on a une exposition, donc on peut avoir des partenaires qui peuvent suivre. Aujourd'hui, je peux me consacrer essentiellement à cette préparation de combat. Et j'essaie d'être le plus complet possible. C'est là l'un des critères d'un combattant de MMA, en fait. Il faut vraiment aller chercher toutes les filières énergétiques et tous les aspects du combat. Donc j'ai réussi en grande partie bah, de travailler sur mon cardio, sur ma préparation physique musculaire, sur ma mobilité et aussi sur les techniques spécifiques. Savoir qu'à La Réunion, bah, on a des spécialistes dans chaque discipline, en lutte, en boxe thaï, en jiu-jitsu brésilien. Donc, j'ai fait appel à ces spécialistes-là C'est pour complet. pouvoir être complet sur la préparation, quoi, en fait. Tout à fait. D'ailleurs, lorsque tu as fait donc, tes sparring, tu travailles comment quand tu travailles en sparring? C'est un sparring dur, on y va à 80%, ou on réduit au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, ou alors tu travailles de façon très technique, assez léger, pour pas te blesser justement. Je travaille en progressif. Je travaille en progressif, c'est-à-dire que moi, j'augmente, par exemple, là, on part sur l'objectif, c'est de tenir 5 rounds de 5 minutes. Donc, je pars en progressif, c'est-à-dire qu'en début de préparation, on fait le même nombre la totalité du c'est 25 minutes, hein, la totalité du round
du temps qu'impose un combat de 5 fois 5 minutes. Et petit à petit, on augmente le temps des rounds, etc. Et on augmente l'intensité jusqu'à arriver aux 2 dernières semaines ou 2, 3 dernières semaines où là, on commence à baisser l'intensité du sparring en agressivité, en force, etc. pour appliquer sur la tactique, la technique, etc. Donc, on commence vraiment des rounds courts, mais sur le même temps global. Et ensuite, on augmente ces temps-là pour arriver à 5 fois 5 minutes dans les derniers vraiment gros sparring. Ensuite, à 2, 3 semaines de l'échéance, on revient sur une majorité de tactiques, tactico-techniques pour éviter les Ouais, blessures, tu mets le, les incidents, etc. Quoi, en fait. vous mettez le game plan en place sur les 3 dernières semaines, grosso modo, sans nous le dévoiler, bien entendu. Est-ce que le fait que ton adversaire soit plus petit et il fait 1m67, tu fais 1m83, et que ton adversaire soit aussi monte des moins de 70, quoi, 70 kilos à 84, est-ce que tu l'as pris en compte ça dans ta préparation, dans ta stratégie un peu? Ouais, bien évidemment, ouais, évidemment, s'il a un style, c'est Emar Guy et les gauchers. Voilà. Il y a plein de paramètres qui fait qu'on est obligé d'adapter la stratégie. Aujourd'hui, moi aussi, enfin déjà, on adapte la stratégie par rapport à moi, par rapport à mes qualités physiques et aussi mes défauts dans un premier temps. Et ensuite, par rapport à quelqu'un qui est plus petit, comment gérer, quelles sont ses forces en étant plus petit, mais plus massif, quelles sont ses faiblesses, etc. Donc, on utilise tous comme le dit le philosophe chinois, il faut se connaître soi-même et ensuite il faut connaître son adversaire. Donc Complètement, ouais. évidemment, on a étudié son profil et on va faire en sorte de l'appliquer sur le combat. Et comme tu dis, voilà, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il faut se connaître soi-même avant de connaître l'autre. Et justement, on sait qu'il y a quelque chose qui peut nous faire sortir du combat, même lorsqu'on est bien préparé, on l'a vu souvent, c'est le stress, la gestion du stress avant combat et pendant le combat. Est-ce que toi, tu as un préparateur mental ou alors tu te connais suffisamment depuis le temps que tu combats et tu as fait comme des grands événements, ou alors tu te prépares avec un préparateur ou simplement bah, tu gères, tu te connais toi-même par rapport à ça? La majorité du temps, je suis livré à moi-même parce que bon, j'ai eu l'habitude de fonctionner tout seul. Nous, les anciens, comme on peut dire qu'on est des anciens, hein, on a commencé à combattre où le sport n'était pas légal, en fait. C'est-à-dire qu'on partait dans les À l'étranger, pays ouais. à deux, voilà, avec des qui étaient souvent contre nous. On a connu des périspéties qui nous Mm. pas vraiment dans des bonnes conditions. Donc finalement, on a pu surpasser la plupart du temps ces conditions qui sont quand même compliquées. Et ça a pour mérite de justement nous forger, en fait. Beaucoup d'expérience m'a forgé, m'a mis en état de stress. Et aujourd'hui, dans des conditions comme le MMA est légalisé, on a des bonnes conditions plutôt à l'Hexagone MMA. Donc ce stress, je ne dis pas que le stress n'existe pas, il existe, mais il est étalé sur le temps et moi j'arrive à le gérer dans plusieurs conditions. Après, ça reste sport de combat, ça reste quelque chose d'incertain. Donc, Mm. on n'est pas à Tout à fait. l'abri de trouver un élément qui rentre pas du tout dans nos critères ou Mm. dans notre caractéristique du stress qui peut aussi nous faire perdre les pédales. Ça, c'est Mm. toute la beauté du sport, en fait. Et pour te répondre à la question de la préparateur mental, en fait, aujourd'hui, je travaille, enfin, j'ai toujours voulu essayer ce côté-là, en fait, de faire appel à quelqu'un. Donc, depuis quelques années,
Mm. Enfin, c'est pas assez régulier, mais de temps en temps, je fais appel à une personne, une préparatrice mentale qui me permet de me resituer dans mes objectifs et dans ce que je souhaite apporter au MMA, en fait. Donc, et c'est important, ça me permet d'aborder des aspects de mon sport Mm. que je ne maîtrise pas du tout, qui est à l'extérieur de la cage, mais qui a pour incidence d'impacter sur les résultats que je peux apporter dans la cage, en fait. Et justement, par rapport à ça, lorsque tu dis justement que le fait d'avoir combattu à l'étranger, ça t'a forgé aussi ton caractère, etc. Dans l'état 2, tu vis des péripéties qui sont parfois particulières. J'espère qu'on pourra aborder le sujet. Là, donc, c'est en France, c'est légalisé, enfin, depuis 2020. Ça passe à la télé, ça passe dans des arènes immenses avec un public extraordinaire qui est là pour vous motiver, qui est là pour vous supporter. Est-ce que ça apporte un plus lorsque tu es dans la cage? Est-ce que tu te sens, entre guillemets, encore plus fort, tu as plus envie d'y aller, ou au contraire, ça peut mettre un petit stress parce que tu te dis, ouais, j'ai envie de tellement bien faire, que ça peut aussi, comme tu disais tout à l'heure, me sortir un peu du combat. Ouais, je peux te donner l'expérience du premier combat à l'Hexagone MMA. C'est vrai qu'il y a eu un stress que je ne connaissais pas, que j'avais que j'avais appréhendé parce que il me semblait que c'était une situation particulière. Le fait d'avoir un public qui nous suit, des personnes de notre famille et de notre entourage Mm. ou des personnes qui sont fans qui viennent suivre ça et puis que ça soit retransmis à la télé et que tout le monde puisse le suivre, c'est vrai que ça m'a apporté un stress différent que j'ai pu voir sur les autres combattants Mm. quand j'étais à l'étranger, mais aujourd'hui, c'était sur moi. Euh, c'est vrai que 10 minutes avant de rentrer dans la cage, tu as ce stress-là, mais il disparaît, pour ma part, il a disparu quand je suis rentré euh, sur la piste d'entrée. Hein, Bah, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est là où tu te dis, bon, voilà, c'est un endroit que je connais, ouais, t'es chez c'est toi. un environnement que je connais. Et en plus, voilà, en plus, tu es vraiment chez toi parce qu'il y a la famille qui est là, il y a des gens que tu connais, que tu as côtoyé, qui fait partie de l'organisation, de l'environnement, etc. Donc là, j'ai retrouvé enfin, ce stress-là, a disparu. Et Mm. ensuite, on peut le voir sur les images du premier combat. Ah, ça disparaît très vite. Très vite, le combattant est très agressif. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Tu t'es dit 1 minute 30, ça suffit. Très agressif. Enfin, ouais. Ouais. Ce stress-là, il disparaît parce que tu as un taf à faire Ouais. voilà, je prends la lucidité tout de suite, les repères, tout ça, le stress, il a très vite disparu et puis ça éclate après à la Bah, victoire, quoi. justement, je rebondis là-dessus. Tu nous dis, voilà, aujourd'hui, tu es champion. C'est incontestable. Tu l'as gagné de très belle manière. 1 minute 30 de combat. Malgré qu'elle était agressive, tu as su le calmer. Et de quelle façon? Aujourd'hui, donc, tu es prêt à un 5x5, concrètement. Euh, Est-ce que lorsqu'un champion en titre défend sa ceinture différemment que lorsque tu as envie d'aller chercher cette ceinture? Est-ce que tu laisses l'autre plutôt venir te chercher ou est-ce que tu vas combattre comme si tu n'avais pas la ceinture? Ouais, bien sûr. Je préfère aller chercher être l'outsider. Enfin, c'est plus facile d'être l'outsider, en fait, Mm. parce que tu n'as rien à perdre. Que tu gagnes ou que tu perdes, tu n'as rien à perdre, en fait. Tu es là pour. T'as une motivation sans stress de défaite. Euh, Quand tu es champion, bah, tu as un double stress. Tu as le stress déjà du combat et après, tu as le stress de ne plus être champion. Ça, Mm. c'est un peu plus compliqué à aborder et on le voit sur tous les événements et sur tous les champions. Bah, Clairement, ouais. c'est quelque chose qui revient toujours en fait. Donc voilà, est-ce que la question, elle est, est-ce que tu préfères euh, te mettre dans un état de confort, c'est-à-dire aller Mm. chercher que tu gagnes
c'est la même chose? Ou est-ce que tu aimes bien te dépasser, euh, tu veux relever des défis et être dans la peau du champion et la remettre en jeu et dire voilà, si vous la voulez, va falloir venir la chercher et je serai prêt, je serai là pour me dépasser et à remontrer, à reprouver que je suis le champion à chaque défense de ceinture. Ouais. C'est ça la vraie question. En clair, tu es en train de dire, ok, c'est un 5x5, mais le combat n'ira pas jusqu'au bout. Écoute, moi, j'ai travaillé et puis je vais tout faire pour que le combat n'aille pas jusqu'au bout. Mais je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je suis prêt à aller jusqu'au 6x5 s'il faut, au 7x5, au 8x5. Enfin, voilà, pour te dire que je tiens à garder cette ceinture. Et chaque opportunité je vais la saisir Tu peux nous rappeler pour garder cette ceinture. tu peux rappeler ton âge, s'il te plaît, 22 ans, c'est ça? Comment? Tu peux nous rappeler ton âge, c'est 22 ans, c'est bien ça? Ouais, j'ai 24. Non, mais voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, J'ai l'air d'avoir 22 ans. non, non, mais en tout cas, tu vois, mais c'est ça qu'on aime chez toi. Entre autres, c'est voilà, c'est cette fraîcheur que tu as encore à ton âge, cette envie de mordre. Tu vois, c'est pour ça tout à l'heure qu'on disait que tu étais immortel, que tu étais un Highlander. Et c'est vraiment ça, quoi. Donc, ce côté guerrier, tu vois, qui en veut, on en a vu d'autres. Hein. Ils ont gagné. Vraiment, ils sont un peu oisifs, tu vois. Alors que chez toi, on ne retrouve pas tout ça et c'est vraiment ce qui est plaisant chez toi. Et Merci. non, non, mais c'est une réalité. Ouais. C'est un état Et d'esprit qui me permet d'avancer et puis de rester dans cette fraîcheur, en fait. On est toujours. Voilà, on a les critères classiques, on va dire, que tout le monde met. À 40 ans, tu arrêtes ta carrière, tu restes à la maison, tu fais des projets, tout ça. Mais en fait, en réalité, on fait ce qu'on a envie de faire. Hein. Si 40 ans, 42 ans, 46 ans, tu vois Texera aujourd'hui qui est champion de l'UFC, voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire que clairement, ouais. c'est pas les gens qui doivent te mettre des critères et qui doivent te dire est-ce que tu es fatigué Ah, c'est clair. aujourd'hui ou tu peux continuer. C'est à toi de le faire. Hein. Ouais. C'est toi et tes défis et tes Et, projets, quoi. et pour toi, ce sera quoi alors la clé du combat? Ce sera plutôt le cardio, le sol, euh, entre guillemets, je sais que tu as un game plan forcément qui est adapté. On ne va pas forcément en parler aujourd'hui parce que voilà, tu n'as pas d'indication à donner aussi à ton adversaire. Mais voilà, est-ce que voilà, mais la clé du combat, en grosso modo, s'il y a une grosse clé du combat, ce serait quoi pour toi? La clé du combat, ça va être celui qui va tenir le rythme le plus longtemps possible. Moi, je sais que de mon côté, je suis résistant, je suis très résistant, j'ai un bon rythme. Après, je ne peux pas juger le rythme d'un adversaire que je n'ai pas encore rencontré en combat. Donc voilà, je pense que la clé du combat, c'est celui. Emma a prouvé sur ses combats qu'il était résistant, qu'il était courageux, que c'était difficile Très robuste, de ouais. le mettre en difficulté. Ouais, très, très robuste comme combattant. Là, à 84 kilos, j'imagine qu'il va être plus robuste que quand il est à 70 ou à 77 Mm. kilos. Aujourd'hui, là, ça va être celui qui va tenir le combat à son rythme, en fait. Mais après, voilà, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui, donc je n'ai pas pu lui poser cette question-là. On a par exemple un Israël Adesanya qui est monté de catégorie. On voit un Jones qui monte de catégorie. On voit que c'est pas si évident que ça quand même de monter de catégorie. Il faut que le poids, que ton corps puisse digérer voilà, cette prise de masse. Et ça peut jouer, ça peut être contre-productif finalement de monter comme ça aussi rapidement. Euh, donc, est-ce que justement, par rapport à ce que tu disais, est-ce qu'il pourra justement reproduire ces fameuses phases d'intensité pendant le combat par rapport à ça? Est-ce que toi, tu vas en profiter à ce moment-là? Parce que tu vois qu'il y a une baisse de régime, hein, c'est par rapport à ce. Ouais, en fait, en réalité, pour être honnête avec toi, on est tous les deux pas dans notre catégorie. En Oui, fait, oui, on a je sais. toujours combattu dans la catégorie d'en dessous. C'est une catégorie qui est nouvelle. Donc la question se Pour les pose deux. en toute objectivité. En fait, est-ce que tout Mm. subir, on va pouvoir gérer ce changement de Mm. catégorie. En gros, on est dans la même situation. Moi, je suis pas très lourd. Je suis à 82, 83 Mm. kilos maximum.
je vais rencontrer quelqu'un qui est Guy, il me semble que c'est un bon 84 kilos hors saison. Donc, voilà. Donc, est-ce que tous les deux, on va pouvoir. C'est pour ça que je te dis qui va tenir le rythme le plus longtemps possible. Parce que bah, à cette catégorie-là, qui n'est pas la nôtre, est-ce que notre physique va nous permettre d'exprimer ce qu'on a exprimé dans les combats, quoi. Et ce serait quoi pour toi un combat parfait? Ou ton combat parfait, ce serait quoi? Que je gagne. Bien évidemment, ouais. Mais tu vois quoi? Tu te vois finir dans l'absolu, dans la première reprise, par une petite soumission. Ce serait ça vraiment l'idéal, sans te blesser, bien entendu. Ouais, non, c'est l'idéal, je m'attends à tout en fait. Je m'attends à tout. L'idéal, c'est qu'on fasse un bon combat. Ça veut rien dire. Ça veut tout dire en même temps. Hum, Ça veut hum. dire que je ne laisserai pas passer une occasion de soumettre ou même si je vois l'ouverture de mettre KO. Après, si on fait un combat qui va jusqu'au bout et je gagne par point, bah, c'est bien parce que voilà, on a rarement vu un combat, pour ma part, d'aller jusqu'au bout en fait. Ouais. À part ma dernière défense de ceinture au Hum, Cage Warrior, hum. qui était au 5x5, mais voilà, c'est des combats qu'on aime bien voir aussi. Pour le public, je pense que un combat qui va jusqu'au bout, ça permet de voir deux combattants résistants, de voir comment on a travaillé, etc., quelle implication on a mis Oui. à ce combat-là aussi. Mais je Et ne te cache pas que si je finis au premier round, je ne serai pas mécontent, quoi. alors, je te pose justement cette question-là avec un arrière-pensée, c'est que si tu finis le combat assez rapidement ou ça va jusqu'au bout sans que tu te blesses, ça veut dire que tu pourras, je l'espère, pouvoir remettre très vite les gants, remonter dans la cage pour défendre une nouvelle fois ton titre. Et je sais qu'il y a apparemment qu'ils ont prévu un hexagone MMA à Vegas. Est-ce que tu en serais dans ce cas-là? Est-ce que tu as eu un retour par rapport à ça qui se met en place? C'est l'une des motivations qui m'a poussé à re-signer sur plusieurs combats avec l'Hexagone MMA. C'est Combien, excuse-moi? c'est l'objectif T'as comment? signé pour combien J'ai de re-signé combats? j'ai signé quatre combats Ah, ça a j'ai coupé, signé quatre combats excuse-moi. avec l'Hexagone Quatre, MMA. quatre combats? D'accord, ok. J'ai signé quatre combats, En quatre combats avec exclusivité? l'Hexagone MMA. En Donc, exclusivité, ça me fait. t'es en exclusivité avec Ouais, eux? ouais, c'est ça. T'es en exclusivité avec eux? D'accord, ok. Et donc, oui, Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, ouais, donc ta motivation, ce serait donc d'aller combattre aux États-Unis à Vegas. Quoi, ce serait l'une de tes grosses motivations. ouais, c'est l'une de mes motivations. Donc, la première, c'est que ben, c'est une ceinture et c'est intéressant. La deuxième, c'est que ben, le MMA est légalisé, donc une belle exposition et aussi montrer un exemple du MMA comme je peux l'apporter. Et la troisième, c'était que ben, le Hexagone MMA avait l'objectif d'exporter à Sur la terre. l'étranger, à Las Ah ouais. Vegas, avec des partenaires sérieux. Donc voilà, Ouais. Las Vegas, ça fait toujours rêver à tout le monde, mais surtout un combattant parce qu'il y a les plus grands combats qui se sont faits là-bas. Donc là, c'est un défi de projecteur. Donc ça motive toujours, hein. En tout cas, on sera là pour te soutenir, c'est clair et net. Si tu es présent, nous, on sera là aussi derrière toi à 100%. Euh, et d'ailleurs, par rapport au MMA, par rapport à ton D'accord. évolution, non, mais c'est vrai, hein, sincèrement, sans aucune flagornerie aucune, voilà, nous, on supporte nos combattants français partout dans le monde. C'est important pour la bagarre. Comme tu disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'organisations. Le Bellator est venu en France. Il revient d'ailleurs le 6 mai. On a d'autres organisations, Ares, Hexagone MMA, etc. Est-ce que tu penses que cette multiplicité d'organisations françaises, c'est un plus pour le MMA français? C'est-à-dire que ça permet de développer, d'avoir de plus en plus de combattants qui émergent, ou alors ça peut, entre guillemets, avoir un effet pervers, inverse, c'est-à-dire qu'on distille les talents, et donc ils ne se rencontrent pas entre eux,
et finalement, on a, certes, il y a une multiplicité de combattants qui émergent, mais pas forcément le niveau qui suit derrière. Les deux choses que tu as énoncées sont vraies. Sont vraies en tous les cas. Maintenant, c'est la façon dont nous, on va aborder le sujet, en fait. Un Bellator, un UFC ou Hexagon MMA ou Ares, peut-être même le 100% Fight qui produit en France, ça Oui. apporte un projecteur considérable. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit les chaînes mainstream s'intéresser au MMA parce que il y a un événement de MMA. Et, et donc, c'est une chance pour les combattants et ça permet aux combattants de pouvoir imaginer une carrière avec des partenaires financiers, avec une belle exposition d'image, en fait. Et ça, c'est super important pour un athlète, pour un sportif. Ensuite, en France, on a l'avantage de développer le sport avant tout par l'éducation et la santé. Mmh. Donc, il y a déjà des structures qui sont en place, qui sont performantes. Il y a la FFM, la Fédération française de MMA, qui fait un travail de développement pédagogique pour l'éducation. Donc voilà, si on arrive à faire, en fait, le secret, c'est de faire entre les deux. Si cette passerelle elle est solide, on pourra avoir non seulement des événements qui vont mettre en lumière nos combattants. Donc, forcément, nos combattants seront plus performants et il y en aura plus. Et ensuite, à la base, c'est-à-dire l'éducation, former des jeunes qui vont être très bien sur leur préparation de combat et grandir avec cet aspect MMA-là et puis devenir des combattants structurés, professionnels et compétents en fait. Donc voilà, donc si On est cette sur la bonne passerelle-là voie, entre le haut clairement. niveau et bah, voilà, l'éducation est faite, Mmh. non seulement je dis euh, dans tous les médias, la France a une position où on peut révolutionner le MMA mondial. Quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. On a vu le talent qu'on a en France, le vivier, et on a du retard sur les autres. Donc, je pense qu'en effet, tu as tout à fait raison là-dessus. Et d'ailleurs, ce sera quoi ton avenir derrière? Ce sera de devenir un éducateur lorsque tu arrêteras dans 20 ans la compétition ou Bah, écoute, le fait d'être entraîneur ou éducateur, c'est une vocation aussi. Hein. C'est aussi, ça demande d'autres qualités qu'un combattant. C'est vrai que bon, ces qualités-là, j'en ai quelques-uns. J'étais coach et puis entraîneur éducateur pendant toute ma carrière hein, pour financer ma carrière de MMA. Ça fait une quinzaine d'années. C'est vrai que je le fais depuis longtemps. Je ne sais pas si je vais être coach ou éducateur après. En tous les cas, je vais aider à former des coachs. Je vais aider à former, à mettre des structures avec mon expérience. Et ensuite, j'ai une passion aussi sur le développement personnel parce que je suis un exemple de développement personnel vivant. On va dire. Et donc voilà, ça, c'est un côté où j'aimerais bien développer. J'ai beaucoup de demandes là-dessus, j'en ai déjà fait. Et puis, j'ai beaucoup de témoignages de personnes avec lesquelles j'ai vécu mon histoire qui m'apportent leur témoignage sur l'exemple que je peux être, sur l'exemple de développement personnel que je peux être et mon expérience. Donc voilà, c'est un côté de mon sport que je veux apporter à toutes personnes qui sont intéressées, les entreprises et même des jeunes qui souhaitent savoir comment faire pour atteindre un objectif. En fait. un MMA à la française. Ça veut dire avec des gentlemen et qui donnent tout dans la cage et qui sont structurés et mentalement et physiquement. C'est vraiment ce qui est le plus important. À la bagarre, on est complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, nous, à la bagarre, on dit souvent la bagarre, oui, mais dans la rue, c'est mal. Ça veut tout dire. Voilà, il y a des endroits pour ça. Il faut être structuré dans sa tête. Euh,
pour revenir Ouais, c'est ça. rapidement, parce que l'interview malheureusement touche à sa fin. J'aurais bien voulu continuer à discuter avec toi encore plus longtemps, mais bon, tu as d'autres choses à faire en plus que de discuter avec nous toute la journée. Tu es invité d'ailleurs, sache-le, quand tu veux, à la bagarre, au bar des légendes. Tu viens quand tu veux prendre un verre. Nous, c'est un grand plaisir qu'on t'accueillera, en tout cas, sache-le. Je vais te poser une dernière petite Non, ça question. sera un plaisir. Je vais te poser une petite dernière question. Est-ce que tu as une petite anecdote que les gens ne savent pas te concernant, par exemple, justement, comme tu disais tout à l'heure, sur lorsque tu étais plus jeune et que tu combattais à l'étranger, est-ce qu'il y a eu un truc complètement what the fuck où tu t'es dit non, c'est pas possible? Par exemple, lorsque tu étais en Russie ou lorsque tu, voilà, un combattant un peu, tu vois, un truc particulier comme ça qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas, pas forcément qui te concerne autant, mais ce que tu as pu voir un peu complètement lunaire lors de tes grands combats ou d'entraînement. Moi, malheureusement, ça a été très ennuyant parce qu'il n'y a pas eu d'anecdote. Non, je rigole. Non, il y a eu tellement d'anecdotes que là, tout de suite, je pourrais pas trouver quelque chose de croustillant parce que j'ai eu plein de choses, j'ai fait plein de voyages, etc. Donc, ça ne vient pas comme ça. Après, il y a un moment qui a changé ma vision des choses, que ce soit dans le MMA ou dans ma vie. C'est un combat au Daghestan. On parle du Daghestan aujourd'hui parce que c'est le pays qui revient le plus souvent maintenant dans le MMA, à l'UFC et puis dans tout le Ouais, MMA ouais. international, etc. Donc, on le voit souvent. Euh, et ils ont une image vraiment de dur, voilà, avec des ours, Mmh, enfin, à la limite de l'antipathie, en fait, que c'est mmh, des gens froids, voilà, qui n'hésitent pas à se bagarrer, à sauter dans la foule, etc. Donc, pour le grand public. Moi, la première fois où j'étais au Daghestan pour justement combattre au M1, bah déjà, c'était dans des conditions horribles pour moi parce que j'avais jamais connu ces conditions-là. C'est-à-dire que mon coach a été refusé en termes de visa, en fait. Donc, du coup, j'ai dû y aller tout seul. ouais. Donc voilà, je te laisse imaginer Mmh, tout seul au Daghestan, dans un pays qui est en guerre il y a 4 ans. Quand tu arrives, tu vois les impacts de missiles sur les immeubles et tout. Donc, du coup, je me retrouve dans les vestiaires à mettre mes bandes tout seul parce qu'il n'y mmh, a pas de personnes qui, ouais. qui mettaient les bandes, etc. Et donc, du coup, je pense que tous les abonnés ou toutes les personnes Mmh, qui regardent la bagarre savent ce que c'est de mettre des bandes, des straps, etc. avant un combat. C'est extrêmement difficile de le faire c'est tout seul parce que ouais, c'est pour ça qu'on quasiment a besoin impossible. d'un cutman. Ouais, C'est quelque chose ouais, qui, ouais. voilà, en plus, si tu es droitier, gaucher, voilà, moi Mmh, je suis droitier, donc j'imagine pas avec ma main gauche de mettre. Bon, c'était vraiment très mal fait. Et donc, du coup, j'arrive là à mettre les gants, etc. Et il s'avère que j'ai eu, pour me protéger, des jeunes Dagestanais qui sont devenus des amis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ah, malgré le fait que je combattais un de leurs compatriotes devant une salle de 5000 personnes, essentiellement dagestanais, bah, voilà, ici, ils ont un principe et des valeurs au Daghestan qui fait que quand tu es invité par eux, bah, tu deviens un membre de leur famille, en fait. Donc, c'est des valeurs que moi, je respecte beaucoup. Et donc, du coup, dans cette salle-là, où mon adversaire a été acclamé par 5000 spectateurs. J'avais 4 mecs qui étaient là pour qui m'encourager. Et lors de ma victoire, parce que le combat n'était pas facile, hein, je me suis ouais, ouais, fait je vois. malmener vraiment, pendant 2 rounds. Et le troisième round, je trouve la solution. Par contre, voilà, les Dagestanais, bah, quand j'arrive à soumettre mon adversaire, il saute en l'air. Il n'y a que 4 gars qui sautent en l'air. Et puis après, bah, le public
avec les applaudissements. Donc, par contre, voilà, ensuite, ben, voilà, on était invité à un mariage, on a tiré avec des pistolets parce que Normal, voilà, c'est normal. sont, sont comme ça. Voilà, Oui, oui, c'est traditionnel. Oui, c'est c'est la normal. coutume. Donc, on a tiré en l'air, célébrer le mariage, etc. Donc voilà, ça m'a fait comprendre en quelque sorte que voilà, les a priori qu'on peut avoir sur des personnes ou sur un peuple n'est pas forcément vrai si tu n'as pas été testé ou tu n'as pas été voir. Et donc, du coup, ça m'a ouvert vraiment sur le monde et de laisser un peu l'ouverture des jugements, etc. Donc, aller dans les clubs, aller j'ai pas peur aujourd'hui d'aller dans des clubs qui entre guillemets, a une réputation sulfureuse ou à ce qu'on dit, ouais, ce là il est mauvais ou il est dur ou c'est un club dur, C'est ça, etc. c'est Donc, ça. j'ai pas peur d'y aller. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi d'aller faire un tour du monde pendant un an avec ma famille et d'aller dans les clubs aux quatre coins du monde, à Rio enfin, proche des favelas ou même à Kingston, dans les quartiers un peu chauds de Jamaïque. Ouais. Donc, du coup, cette expérience-là m'a permis de dire, tu peux y aller parce que en fait, le sport, c'est les mêmes valeurs et partout dans le monde Mhm. et tes a priori ne sont pas forcément ceux que tu peux Ouais. expérimenter. Donc voilà, c'est Non, un peu mais l'anecdote que je peux te donner. c'est une très bonne anecdote. En plus, c'est complètement esprit la bagarre. C'est ça. Dur, 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 mais avec un gros cœur. C'est ça qu'on aime. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Malheureusement, elle arrive à la fin. Nous, on viendra te regarder, on viendra te voir, nous, la bagarre. Personnellement, on sera dans les gradins pour supporter aussi tous les autres Français, y compris Mardi. Même si moi, personnellement, j'ai un petit fait pour quelqu'un, je ne dirais pas qui. Pour ceux qui ne pourront pas y assister, malheureusement, personnellement, c'est retransmis en live sur RMC Sport. Allez regarder, venez supporter nos Français. C'est très, très important, surtout pour ceux qui aiment le sport de combat, le MMA. Avec des gens qui ont des valeurs comme les tiennes, on ne peut que grandir, on ne peut que s'améliorer dans notre sport. Et pour ça, on t'en remercie. Merci à vous, merci pour votre travail. C'est super important, comme tu l'as dit, de supporter, de mettre en valeur les combattants et puis les disciplines. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider, qui va aider le sport concrètement. Ok. Merci encore. Bah, merci à toi. Et le dernier mot, comme d'habitude, vous savez tous, bagarre, bagarreuse. La bagarre, oui, mais dans la rue, c'est mal. Je te dis à samedi. Je vous dis tous à samedi. Au revoir.